Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose que si je n'avançais que fort peu, je me garderais au moins de tomber. Je me résolus ensuite de ne rien accepter pour vrai qui n'apparaisse tel à ma connaissance avec évidence. Aussi, dès que l'âge me permit d'échapper à l'autorité de mes maîtres, je quittai entièrement l'étude des lettres et me résolus à ne pas chercher d'autres sciences que celles qui se trouvaient en moi-même ou dans le grand livre du monde. Au cours de ces voyages, il me semblait que je pourrais rencontrer plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant ses affaires que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet. Donc merci à tous d'être venus si nombreux. Merci d'abord à Evelyne Barbin, que je suis très très contente de pouvoir accueillir ici, dans le cadre de notre petit cycle cartésien, pour un moment essentiel et peut-être le plus méconnu de tous ceux qui s'intéressent, parce qu'ils s'intéressent surtout aux aspects de philosophie, voire de philosophie politique, ou de système philosophiques qui assistent régulièrement à nos conférences ou qui regardent les vidéos. Paradoxalement, un des aspects fondamentaux et considérables du cartésianisme, qui est le Descartes scientifique et mathématicien, complètement ignoré, y compris de beaucoup de scientifiques, manifestement aujourd'hui, ou de gens qui se prétendent tels, ça va être un des aspects que va nous raconter Evelyne Barbin, qui est à mes yeux probablement la personne la plus compétente en France aujourd'hui pour nous parler de ça. Et donc je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et merci à tous d'être ici présents. Donc je vais parler de Descartes, mais dans le livre qui est ici, en fait, je situe Descartes au milieu d'autres. C'est pour ça que ça s'appelle la révolution mathématique du XVIIe siècle. Et c'est une révolution du XVIIe siècle. Alors, je vais peut-être parler de quelque chose qui est important dans ce titre, pour aborder y compris Descartes. Parce que, bien sûr, Descartes, il y a beaucoup de façons de le lire. On a écrit beaucoup de livres sur Descartes, sur le Descartes philosophe, qu'on sépare en général effectivement du Descartes mathématicien. Donc je vais dire, en parlant un petit peu de ce titre, je vais vous dire aussi comment moi j'ai lu Descartes, et aussi comment j'ai lu d'autres auteurs du XVIIe siècle, en particulier Bacon ou Galilée. Le mot important, vous voyez, c'est celui de « du » XVIIe siècle. Ce n'est pas la révolution « au ». C'est la révolution que des auteurs, des savants du XVIIe siècle ont voulu faire. Et c'est comme ça que j'ai lu donc, ce XVIIe siècle, à partir des textes mêmes, bien sûr, ça c'est ce que tout le monde fait, mais en pensant que ces textes sont écrits par un auteur, avec des intentions, et un auteur qui s'adresse à d'autres contemporains. C'est une manière de lire ce que Bakhtin appelle une manière dialogique, c'est-à-dire de concevoir qu'un texte, c'est toujours un dialogue. C'est-à-dire que quand Descartes écrit, il ne s'adresse pas à nous. Quand Descartes écrit, il écrit à un contemporain. Et quand il écrit pour ce contemporain, déjà, comme nous tous, quand on écrit, on pense à ce que va être la réaction de celui pour lequel on écrit, etc. Donc c'est comme ça que j'ai lu les textes, et ces textes-là, je les lis donc dans ce XVIIe siècle, et non pas comme nous on pourrait le faire par rapport à ce qui a pu se passer après, ce qui est aussi une possibilité. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est bien dommage de séparer Descartes mathématicien du Descartes philosophe, mais ce qui est encore pire, et ça m'est arrivé, c'est d'entendre dire que Descartes n'était pas un mathématicien. Et ça, je l'ai entendu il y a quelques années, où il y avait je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, il y a une ville, vous savez, qui s'appelle Descartes, qui est là où est né Descartes, à l'époque ça s'appelle La Haye. Et donc, dans ce colloque Descartes, il y avait au départ, c'était le Descartes philosophe qui était donc invité, si j'ose dire, et donc il y avait des conférences autour de Descartes philosophe. Et c'est un général a décidé, sans doute parce qu'il savait que Descartes était militaire, ce que vous savez peut-être aussi, hein,
il a décidé de parler aussi, enfin, de faire quelque chose aussi sur Descartes mathématicien. Il m'a demandé d'organiser ces colloques, c'est ce que j'ai fait. Et un jour, j'ai proposé à mes collègues philosophes, on pourrait peut-être faire un colloque Descartes, où il y aurait Descartes mathématicien et Descartes philosophe. Et j'ai entendu un de mes collègues me dire, mais Descartes n'est pas mathématicien. Alors pourquoi Descartes n'est pas mathématicien? Parce qu'il a été critiqué peut-être par Leibniz sur les mathématiques, je ne sais pas. Bien, donc voilà pour peut-être un petit commentaire, mais qui est important. C'est-à-dire que moi, le Descartes que j'ai lu, ce n'est pas forcément ce que d'autres peuvent lire, et c'est une des raisons, je crois. Alors, je vais donc pas parler de tout le livre, je vais me concentrer sur Descartes. Et je vais commencer par un livre qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit ». C'est un ouvrage assez étrange, puisqu'il a été écrit probablement par Descartes vers les années 1628. Donc il a 32 ans, Descartes. Et c'est un ouvrage qui ne sera jamais publié du vivant de Descartes, et auquel Descartes ne fait jamais aucune allusion. Et qui est pourtant extrêmement important. Dans ce texte-là, « Règles pour la direction de l'esprit », le titre déjà est intéressant, on voit que Descartes propose des règles, alors sans doute des règles pour lui-même, avec la difficulté qu'on a au XVIIe siècle, qui est de pouvoir être en même temps un héritier, parce que Descartes, il a hérité des anciens, et en même temps de vouloir rompre avec ces anciens. Et on peut lire ce texte, moi c'est ce que je propose, comme étant en fait un dialogue entre du coup Descartes et lui-même. Et ce que nous propose Descartes, c'est, dans ce texte en fait, c'est de pouvoir lire finalement un Descartes qui converse avec un autre. Un héritier d'Aristote, des anciens, d'Euclide, et puis quelqu'un qui veut faire autre chose. Alors on va voir ce que c'est que cette autre chose dans quelques instants, mais je commence avec les règles pour la direction de l'esprit. Que veut faire Descartes? Règle 3. Je cite à peu près. Nous ne deviendrons, dit-il, jamais mathématiciens, après avoir lu toutes les démonstrations qu'ont écrites tous les autres, tant que nous ne serons pas capables de résoudre nous-mêmes tous les problèmes. Donc, le propos de Descartes, c'est dire, être mathématicien, c'est résoudre des problèmes. Et pour résoudre des problèmes, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, cela ne servira à rien. Il faut les résoudre, les problèmes, par soi-même. Et après, il dit, nous ne deviendrons jamais mathématiciens après avoir lu les livres de Platon, d'Aristote, etc. Règle 3. Puis règle 4, ça se précise. Règle 4. Descartes va critiquer les anciens. Et cette fois-ci, il va parler des mathématiciens, des livres de mathématiques. Il écrit quelque chose à peu près comme ça. Les livres de géométrie et d'arithmétique me permettent de voir effectivement, de constater des vérités, d'avoir des conséquences rigoureuses. Oui. Mais pourquoi il en est ainsi? Et comment on parvient à le trouver? Les textes ne me paraissent pas l'indiquer à l'intelligence elle-même. Ça nous dit aussi quelque chose de ce qui a précédé, mais ça précise quelque chose, c'est que Descartes, quand il lit par exemple Euclide, il n'est pas satisfait. Alors il n'est pas satisfait, on va le reprendre pour comprendre ce « mais ». D'abord, je précise comment est écrit Euclide, pour ceux qui ne le lisent pas tous les jours. Euclide, d'une certaine façon, écrit un ouvrage qui correspond assez bien aux préceptes d'Aristote. C'est-à-dire, on a au départ ce qu'on appelle aujourd'hui des axiomes. Il y en a très peu. Ce sont des énoncés qui doivent être considérés comme vrais et que chacun va pouvoir les considérer comme vrais. Et puis ensuite, il va falloir écrire des propositions. Et ces propositions vont être déduites des axiomes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une proposition
doivent forcément être déduites soit des propositions précédentes, soit des axiomes. Et c'est en cela qu'il répond effectivement au précepte d'Aristote, puisque Aristote, dans l'Organon, explique que la science, c'est la démonstration. La démonstration, ce sont les syllogismes, c'est-à-dire les règles de la logique. Et que ce discours, puisqu'il s'agit d'un discours, doit nécessairement partir d'énoncés, des prémices qui doivent être vraies, premières, indémontrables, etc. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans Euclide. C'est vrai que, voilà, à chaque fois, Descartes nous dit bien, c'est le discours du donc. Donc. On a ceci, donc on a cela, d'après telle proposition, on a ceci, on a cela, donc telle proposition, etc. Et à la fin, ça se termine par ce qu'il fallait démontrer. Descartes n'est pas satisfait. Pourquoi il en est ainsi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Euclide nous donne à lire des propositions, mais il ne dit pas d'où elles viennent, ces propositions. Pourquoi il en est ainsi? Et comment on est parvenu à la démonstration? Jamais Euclide ne dit quoi que ce soit de la manière dont on est arrivé à ces démonstrations. C'est-à-dire que ce qu'il manque pour Descartes, c'est la véritable mathématique. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir soi-même, puisque c'est ça la question, soi-même pouvoir produire de nouvelles propositions. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que ce qu'il va proposer, justement, c'est une méthode qui permet de produire des résultats, puisqu'il s'agit de produire, d'inventer pour Descartes. Il parle encore un petit peu plus loin, alors pas tout à fait de mathématiques, mais de quelque chose qui l'intéresse beaucoup. C'est la règle 8. Dans la règle 8, il aborde un problème qui s'appelle le problème de l'anaclastique. De quoi s'agit-il? C'est un problème qui a été traité par Kepler, que lui a proposé son ami Marin Mersenne, et qui est le problème suivant. Quelle doit être la forme d'un verre, de telle sorte que des rayons parallèles viennent tous se réfracter en un point? Descartes indique que ce n'est pas la peine pour essayer de résoudre ce problème de se poser la question de la nature de la lumière. Pour résoudre ce problème, écrit-il, il faut être à la fois mathématicien et physicien. Et il indique la possibilité de pouvoir arriver à résoudre ce problème. Je vais y revenir parce que ce problème-là va se trouver dans l'ouvrage qu'il va écrire en 1637, qui s'appelle La géométrie. Je vous ai dit que pour Aristote, la science, c'est la démonstration, les démonstrations, c'est les syllogismes. Et c'est donc un discours du donc. Eh bien, dans la règle 12, en fait, ce que fait Descartes, c'est quand on le lit bien, et c'est ce qu'il dit, il y a une autre science. Et en fait, il propose dans la règle 12 une autre manière de définir la science. Il écrit « Toute la science humaine consiste simplement à reconnaître des choses qui sont simples, donc il va falloir reconnaître ces choses simples, et puis ensuite de décomposer les autres choses en choses simples. » Vous voyez, c'est plus du tout une question d'énoncés qu'on va déduire d'autres énoncés. Il est question de choses, donc d'objets, qu'il s'agisse d'objets concrets ou abstraits, peu importe. Mais il s'agit non pas d'énoncés, mais de choses que l'on va pouvoir décomposer en choses simples. C'est une autre manière de définir donc la science. Et j'arrêterai là sur les règles pour la direction de l'esprit. Il écrit aussi, dans la science, donc plutôt dans la connaissance, il n'y a que deux choses importantes. Nous qui connaissons et les choses qui sont à connaître. Bien banal, vous pouvez me dire. Hein. Dans la connaissance, il y a nous et les choses.
Mais en fait, quand il dit ça, ce qu'il signifie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin des syllogismes, et il les attaque d'ailleurs. On n'a pas besoin de la dialectique. On a besoin simplement, nous, notre entendement, il va parler de l'entendement, il va parler de l'intuition, il va parler de la déduction. Nous qui avons ces possibilités de l'entendement, c'est ceci qui importe, et de faire donc, à l'aide de notre entendement, cette opération, il s'agit d'une opération de décomposition des choses en choses simples. Voilà pour les règles de la direction de l'esprit. Alors après, c'est important de le lire ce texte, bien sûr, parce que si on ne le lit pas, à mon avis, avant d'avoir lu le discours de la méthode, il peut arriver qu'on n'interprète pas très bien le discours de la méthode. D'abord, premièrement, parce que, et ça, Descartes, il serait vraiment assez fâché, j'imagine, on risque de lire le discours de la méthode sans les 3 traités qui le suivent, les 3 essais, ça s'appelle des essais, parce que pour Descartes, le discours de la méthode, c'est une présentation, mais ce qui est important, ce sont les essais. Et les essais qui permettent de savoir que cette méthode qu'il propose est bonne. Dans le discours de la méthode, il va donc écrire un certain nombre de préceptes, très peu. Et si on ne fait pas attention au changement très important qu'il a défini au niveau de ce que c'est que la science, qui n'est pas une science de proposition. Une proposition, c'est un énoncé dont on peut dire qu'il est vrai ou qu'il est faux. C'est pas ça chez Descartes. Chez Descartes, c'est vraiment de travailler sur des choses qu'on va composer, décomposer. On peut mal le lire et penser que quand Descartes parle de déduction, il s'agit de la déduction logique. Et c'est une erreur qui vient un petit peu de Descartes, puisque Descartes écrit dans les règles pour la direction de l'esprit, ce que je propose, je vais l'appeler aussi déduction. Je sais bien qu'il y a déjà le mot déduction, bien sûr, qui a été pris, mais je l'appelle aussi déduction. Donc, dans les règles pour la direction de l'esprit, il va donner un certain nombre de préceptes. Je les passe, c'est pas ça qui m'importe beaucoup. Ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu vous communiquer à propos des règles pour la direction de l'esprit me semble plus important. Surtout la définition de la science. Il va énoncer ce qu'il appelle une règle générale, si je me souviens bien. Là aussi, je cite de mémoire un petit peu, mais c'est très connu, cette règle générale. C'est que tout ce que nous concevons clairement et distinctement est vrai. Ça, c'est terrible quand on y pense. Encore une fois, quand on lit Descartes, il faut se dépayser, comme je dis, et penser que ça, c'est quelque chose qui est énorme. Parce que la vérité, pour le XVIIe siècle, qui a appris comme Descartes, d'ailleurs, on apprend à l'université, on apprend Aristote. Dans les écoles, on lit Aristote. Donc la vérité, c'est celle que l'on trouve chez Euclide, c'est celle que l'on trouve chez Aristote. Et là, ce que nous dit Descartes, tout ce que nous concevons clairement et distinctement. Encore une fois, ce qui est important, c'est le sujet pensant, et non pas des préceptes ou plutôt, pas des règles, pas des syllogismes, pas de la dialectique. Dans les règles pour la direction de l'esprit, il a donc parlé de ces choses simples, et que c'était ça, en fait, qui importait dans la science. C'est ce qu'il va faire avec la géométrie. Dans la géométrie, c'est vraiment les premiers mots de la géométrie. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans les 3 essais. Donc il y en a un qui s'appelle la géométrie, qui va traiter donc de la géométrie. Il y a la dioptrique, qui va donc parler de questions d'optique, et il y a les météores. Dans la géométrie, ce que fait tout de suite au début, c'est de nous dire justement ce que sont, parce que c'est ça qui est important, les choses simples de la géométrie. Les choses simples de la géométrie, ce sont les droites, ou on dirait des segments. Donc, en géométrie, il va falloir, en fait, tout décomposer en droites. Ce faisant, on est déjà très éloigné de la géométrie d'Euclide. Je vous explique ça en 2 mots. Dans la géométrie, si on pense à un triangle, on pense forcément à une aire. Un rectangle, c'est une aire. Et ce que propose ici Descartes, c'est déjà de voir les figures de manière complètement différente, et c'est essentiel. Il faut voir les figures par les bâtons, si vous voulez.
c'est-à-dire uniquement composer ces droites. Ensuite, il va introduire un élément unité, un élément qui est, comme dit-il dans l'arithmétique, où il y a un 1, et ce qui va lui permettre eh bien, de pouvoir appliquer les opérations de l'arithmétique sur les lignes. Alors bien sûr, ça c'est une pratique un petit peu d'algébriste, donc elle est pas nouvelle. Mais lui, ce qu'il propose, c'est de le faire systématiquement dans la géométrie. Parce que qu'est-ce que c'est que la géométrie? Ce n'est pas des éléments de géométrie comme chez Euclide. La géométrie, c'est seulement, et ça répond donc à la règle 4, c'est une méthode pour résoudre des problèmes, ou à la règle 3, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir résoudre des problèmes. Donc, à partir du moment où on peut avoir, si vous voulez, une arithmétique des droites, c'est tout, pas besoin de s'encombrer de plus que ça, eh bien, on va pouvoir effectivement, dit Descartes, c'est ce qu'il écrit en 2 ou 3e page, on va pouvoir résoudre tous les problèmes de géométrie. Alors pour ça, eh bien, on va en fait faire comme on peut faire effectivement dans l'algèbre, hein. On va supposer que le problème est résolu, on va traduire le problème à l'aide d'équations et on va résoudre les équations. Alors, disons tout de suite que ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est le dernier pas qui est un petit peu difficile. Quand on a un système d'équations, ça peut être extrêmement compliqué. Bon, aujourd'hui, avec les systèmes formels, Descartes revient à la mode, puisqu'on est capable de résoudre beaucoup d'équations très compliquées grâce à l'ordinateur. Ensuite, Descartes, sans doute parce qu'il veut montrer que sa méthode est bonne, bien sûr, prend un problème de Pappus sur lequel ses contemporains ont séché, le problème de Pappus, ils ont séché, et il montre qu'on peut tout à fait le résoudre. Cependant, ce qu'il va faire essentiellement par la suite, à mon avis, une fois qu'il a résolu ce problème de Pappus, il va sans doute s'occuper beaucoup plus de ce problème qui est dans la règle 8, qui est le problème, vous savez, de la forme d'un verre, de telle sorte que des rayons parallèles se réfractent en un point. C'est de ça qu'il va s'occuper beaucoup. Il va donner, dans le 2e livre de la géométrie, une nouvelle conception des courbes, et c'est absolument essentiel pour résoudre ce problème-là. Il va donner carrément une nouvelle conception des courbes. Les courbes, dit-il, ce que j'appellerais courbes, ce sont des lignes que l'on peut obtenir, alors je dis à peu près les choses, là encore, ce n'est pas une citation exacte, c'est une courbe qu'on peut obtenir par des mouvements bien réglés les uns par rapport aux autres. C'est la première définition. Et un peu plus loin, bon, pour vous expliquer ce que c'est qu'une courbe que j'appellerais géométrique, une courbe géométrique, c'est tout simplement une courbe auquel je vais pouvoir en réalité associer une équation, et il explique comment. Grâce à cette nouvelle conception de ce que c'est qu'une courbe, il va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'étude des courbes. Parce que, qu'est-ce qu'on trouve chez les anciens? Chez les anciens, il y a à peu près, je sais pas moi, il y a 6 ou 8 courbes qui ont été étudiées. Et chacune est étudiée pour elle-même. Alors il y a évidemment le cercle, il y a les coniques, la parabole, hyperbole, ellipse, il y a des courbes, il y a la spirale d'Archimède, il y a des courbes comme la conchoïde qu'on a inventée, il n'y a pas beaucoup de courbes. Avec la définition que je viens juste de vous donner, qui est au début du livre 2, que fait Descartes? C'est en fait de nous proposer une infinité de courbes qui sont en fait toutes obtenues par un même moyen, qui est cette fameuse équation. Cette équation, c'est un peu comme une carte d'identité. Parce qu'avec cette carte d'identité, vous pouvez savoir exactement ce qu'est la courbe. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Vous avez exactement la connaissance de la courbe. Et en particulier, si on veut résoudre ce problème, qui est celui de trouver la tangente à une courbe, eh bien on va pouvoir le faire de manière extrêmement différente que celle des anciens. Vous savez peut-être ce que c'est qu'une courbe, hein? Une courbe, oui, bien sûr, je dirais une tangente à une courbe. Alors, comme disaient les anciens, c'est une droite qui touche une courbe en un point. Les anciens traitent
des tangentes. Il y a la tangente au cercle, il y a les tangentes au conique, il y a la tangente à la spirale, par exemple, chez Archimède. Et comment se présentent ces propositions sur les tangentes chez les anciens? Eh bien, ce sont des propositions dans lesquelles on nous dit, ben voilà, si vous prenez un point de la courbe, vous allez mener telle droite de telle manière et de telle manière, eh bien, vous allez obtenir, vous avez la tangente. Voilà la proposition. Bien, c'est une proposition, on ne sait pas d'où elle vient. Comment on sait que c'est ça la tangente? On ne sait pas. Mais on a une démonstration. La démonstration. Ben, supposons que ce ne soit pas comme ça. Si ce n'est pas comme ça, alors elle serait plutôt comme ci, elle serait plutôt comme ça. Elle est ni comme ci, ni comme ça, donc elle est bien comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est le genre de démonstration qui ne vous permet pas du tout, en fait, de savoir d'où vient le résultat. C'est-à-dire, on rend le résultat, si vous voulez, nécessaire, c'est nécessairement comme ça, mais c'est tout. C'est-à-dire, effectivement, comme dit Descartes, ça ne satisfait pas vraiment l'esprit parce qu'on ne sait ni pourquoi, ni comment on sait. En particulier, si on se donne une nouvelle courbe, eh ben, on ne peut rien faire. Vous prenez une nouvelle courbe, ça va être le cas par exemple pour la cycloïde, qui est une nouvelle courbe sur auquel s'intéressent ses contemporains. Bon voilà, on a une nouvelle courbe et on veut savoir, enfin c'est une courbe qui est, comme dit Pascal, c'est la trajectoire. Vous imaginez que vous avez une roue qui tourne, et vous avez un clou sur cette roue, et vous vous demandez quelle est la trajectoire de ce clou quand la roue va tourner, sans glisser ni frotter bien sûr. Bon, ça ressemble un petit peu à une ellipse, donc bon, Mersenne dit que ça doit être une ellipse, mais non, c'est pas une ellipse, va dire Robert Val. C'est pas une ellipse parce que cette courbe-là, ben, sa tangente, c'est pas la tangente d'une ellipse. Mais comment, justement, comment avec les démonstrations des anciens sur les tangentes, comment peut-on trouver la tangente à une nouvelle courbe? On n'a aucun moyen, rien. Effectivement, on peut avoir lu toutes les démonstrations sur les tangentes, on n'en saura rien. Alors que Descartes, en produisant justement cette manière de caractériser les courbes, va donner une méthode pour trouver, pas exactement les tangentes, je m'excuse, c'est une nuance mais qui est très importante, pour trouver les cercles tangents à une courbe. Évidemment, si vous avez un cercle qui est tangent à une courbe, vous allez avoir sa tangente aussi. Mais en fait, vous avez plus. Et pour savoir ça, eh bien, c'est très simple. On applique la méthode. Et vous voyez que la méthode, c'est, supposons le problème résolu, on va donner des noms à toutes les lignes qui interviennent, les connues, les inconnues, on va tomber sur des équations, on va résoudre l'équation, et on a trouvé. Vous voyez que c'est extrêmement différent. C'est-à-dire, en fait, c'est une manière vraiment de produire des résultats et non pas de nous persuader ou de nous convaincre que la proposition est vraie. Vous voyez la nuance entre les deux. Il ne s'agit pas de convaincre de la vérité, mais de produire de la vérité. Descartes donc présente cette méthode et il va l'appliquer en fait à des courbes qu'il appelle ovales, pour résoudre des problèmes optiques, et il va l'appliquer aussi pour pouvoir résoudre le problème donc de la dioptrique. Et ça, il le fait dans le livre qui s'appelle La dioptrique, et c'est le premier problème en fait qu'il va résoudre. Dans cette dioptrique, il s'adresse aux artisans, parce que Descartes, ça c'est important aussi, et j'y insiste beaucoup dans cet ouvrage, Descartes s'intéresse aux techniques. Canguilhem avait écrit un article qui s'appelait Descartes et la technique, mais je pense que on peut y insister beaucoup. Descartes, quand il se pose le problème de la dioptrique, ne se le pose pas simplement, si vous voulez, comme un problème mathématique. Il s'agit effectivement de tailler un verre pour arriver à ce résultat. Donc Descartes va correspondre, on a la correspondance, avec un lunetier pour lui expliquer comment il va faire pour vraiment arriver à construire, enfin à tailler plutôt, excusez-moi, à tailler un verre qui réalise ce phénomène optique. Il va même jusqu'à imaginer une machine pour tailler les verres. Et vous voyez un verre, une taille de verre, c'est ce qu'explique
Descartes à son lunetier, ça se taille avec une roue. On prend une roue de métal et puis on taille le verre. Mais si vous prenez une roue trop grosse, évidemment, vous allez tailler trop le verre. Donc Descartes explique qu'il ne faut pas prendre une roue trop grosse. Mais cette roue qui attaque le verre, c'est exactement ce qui se passe dans la géométrie quand on a un cercle qui est tangent, en fait, à une courbe. Donc cette inspiration, en fait, qui vient, en fait, de cette taille des verres est importante aussi parce que, contrairement à ce qu'a pu dire Alexandre Koyré, qui écrit au XVIIe siècle, la science du XVIIe siècle n'a été faite ni par les techniques, ni pour les techniques, est effectivement très, très inexacte. Descartes s'intéresse aux techniques, Galilée aussi, Galilée qui s'intéresse à la trajectoire des boulets de canon et qui termine les discours concernant de sciences nouvelles par des tables de portée. Donc les techniques sont en fait extrêmement importantes. La question qui se pose à Descartes et à tous les mathématiciens du XVIIe siècle qui proposent ce qu'ils appellent des méthodes d'invention. Descartes n'est pas le seul. La question qui se pose, c'est maintenant que j'ai trouvé ce résultat, j'ai trouvé la tangente avec la méthode cartésienne, est-ce que je peux considérer que c'est démontré ou pas? La question se pose parce que ce que c'est une démonstration pour l'époque, c'est quelque chose qui est démontré à la manière d'Euclide, c'est-à-dire par une suite de propositions déduites logiquement les unes des autres. Or, ce n'est pas ça Descartes. Donc, est-ce que oui ou non, on peut considérer ça comme une démonstration? Et la réponse, elle se retrouve en fait dans les secondes objections à ces méditations métaphysiques. C'est ailleurs, donc un petit peu plus tard. Descartes y donne 2 démonstrations de l'existence de Dieu. Certains lui font remarquer que ce n'est pas vraiment des démonstrations, parce que ce n'est pas des démonstrations tout à fait comme on devrait l'imaginer en suivant Aristote et Euclide. Et Descartes va répondre d'une part sur l'existence de 2 démonstrations, parce qu'en principe, vous voyez, une démonstration pour les anciens, c'est elle rend la proposition nécessairement vraie. Comme dit Aristote, les propositions doivent être nécessaires, c'est-à-dire elles sont comme ça, elles ne peuvent pas être autrement qu'elles sont. C'est ça la vérité, c'est une vérité très, très forte. Donc déjà expliquer pourquoi on produit 2 démonstrations. On produit 2 démonstrations parce que tout le monde ne va pas avoir la même manière de pouvoir apprécier et comprendre. C'est-à-dire, vous voyez, c'est toujours ramené à l'individu. Et effectivement, il répond. Ensuite, il y a 2 façons de démontrer. Il y a une qui s'appelle l'analyse. L'analyse montre la voie par laquelle une chose a été méthodiquement inventée. C'est-à-dire, c'est un résultat où on a appliqué la méthode, la sienne. Il appelle ça l'analyse. Et il indique, de mémoire, cette méthode, elle est, pour celui qui la lit, elle lui permet d'acquérir parfaitement ce qui est là, comme si le lecteur lui-même l'avait inventé. C'est-à-dire il se place par rapport au lecteur. Cette analyse, elle a cet avantage-là, c'est que celui qui la lit, comme il sait comment ça a été inventé, on lui dit, eh ben, il peut la comprendre exactement comme si lui-même l'avait inventée. L'autre méthode, la synthèse. La synthèse, c'est une longue suite de définitions, d'axiomes, de propositions. On reconnaît tout de suite, en fait, eh ben, ce que l'on trouve chez Euclide. Des axiomes, des propositions, des théorèmes. Une longue suite, dit Descartes. Quel est l'effet sur le lecteur? Elle arrache le consentement du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il est obligé de dire oui, oui, ah oui, oui, ah bah donc oui, oui, c'est vrai. Mais ce qui arrive au bout, eh bien, c'est que c'est insatisfaisant, dit Descartes, pour ceux qui veulent vraiment comprendre.
c'est exactement, peut-être que vous avez vécu ça, enfin moi je l'ai vécu en tous les cas, un cours d'un professeur de mathématiques qui vous dit, voilà, il vous démontre quelque chose, vous pouvez dire, ah bah oui, 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 et puis à la fin vous dites, mais j'ai rien compris. C'est à peu près, on peut dire d'une certaine façon, ce que nous dit Descartes. Et vous voyez que là, on retrouve aussi cette chose importante. Dans la connaissance, ce qui est important, c'est nous qui connaissons les choses qui sont à connaître, c'est-à-dire il se situe par rapport à l'individu qui va, ou non, finalement, pouvoir comprendre parfaitement les choses, parce qu'on a donné le chemin de l'invention, plutôt que on arrache le consentement, c'est-à-dire, voilà, on peut être convaincu, oui, c'est vrai, mais pas plus. Là, cette fois-ci, j'ai terminé. Oui, mais ça tombe bien que vous ayez ajouté ce commentaire supplémentaire, parce que c'était là-dessus que je voulais vous inviter à préciser deux, trois petites choses. Alors justement, sur le côté Descartes, premier phénoménologue, puisque c'est la première fois qu'on a vraiment le sujet et l'objet de la connaissance, dans l'histoire de la connaissance, hein, de la science. Ça va être la base de ce qu'on va appeler la phénoménologie. Et pourquoi? Parce qu'il y a le cogito cartésien. Donc tout le système de Descartes se tient. C'est un des grands mérites, et c'est sa force qu'il fait la référence, quoi qu'en disent certains encore aujourd'hui. On avait évoqué les aspects métaphysiques l'autre jour, on n'a pas beaucoup parlé du cogito, mais on a surtout parlé de la notion d'espace au sens cartésien. Je ne vais pas refaire la conférence qu'on a fait l'autre jour. Ça a un rapport très direct avec ce que vous avez dit, et donc je voulais éventuellement que vous donniez peut-être quelques autres exemples du fait que le système de Descartes est un système complet et cohérent, et que c'était sa préoccupation première, et que donc à chaque fois qu'il est allé parfois inventer des pans entiers des mathématiques d'ailleurs, et c'est ce qu'il a fait, c'était parce qu'il était insatisfait, justement, non pas de problèmes de complétude, comme on dira plus tard, mais tout simplement de cohérence, justement pour obtenir l'assentiment de ses interlocuteurs. Il est toujours en train de débattre, comme vous l'avez rappelé. Il a toujours des interlocuteurs. Quand il écrit quelque chose, c'est l'intention de gens, et parfois ce sont des réponses à des objections. Ça m'amène à... donc ça, c'est le contexte général qui me paraît très important pour la suite des événements, c'est-à-dire aussi bien de la philosophie que de la science après Descartes, qui marque vraiment une transformation fondamentale. Et il y a un petit truc qui serait intéressant de préciser, c'est à la fois la problématique de la déduction par rapport à l'induction, qui était une vieille problématique, y compris de scolastique, et qui va continuer d'être débattue jusqu'à aujourd'hui dans les milieux savants, on va dire, mais aussi, pour être un peu plus pratique et immédiat, expliquer pourquoi, comme on dirait dans le langage vulgaire aujourd'hui, il y avait une chose qui défrisait totalement Descartes dans les méthodes de démonstration, qui était la démonstration par l'absurde. Oui, bien sûr. Voilà, je vous invite à... Alors, il y a deux questions en fait. Oui, il y a deux questions. Le cogito et... Bon, le cogito, rapidement, peut-être que la question de la démonstration par l'absurde était très importante. Concernant le cogito, je pense que ça vient beaucoup en réponse aux questions que lui pose Mersenne à propos de la règle générale. Parce que elle fait reposer la vérité sur l'évidence. Mais l'évidence, alors c'est très embêtant ça, parce que l'évidence, chacun a la sienne apparemment. Et la vérité, comment la vérité d'un individu pourrait-elle permettre d'assurer quelque chose? Donc l'évidence, donc il doit s'expliquer là-dessus. Donc je crois qu'il faut déjà peut-être s'intéresser à ce que signifie ici cette évidemment vrai, hein. Et puis, comment peut-être le cogito peut se greffer là-dessus, si effectivement on essaie de lier les deux choses. Oui. Alors, je termine quand même sur cette question de l'évidence, parce que je crois que, il y a quelque chose qui me semble important, peut-être aussi, c'est de penser la pratique du doute.
Elle est très importante, la pratique du doute. Parce que l'évidence, c'est pas quelque chose qui est immédiat. Hein. Pour dire que quelque chose est évident, bah, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment évident? Oui, et fort longtemps. Et c'est après avoir pratiqué beaucoup le doute sur la chose qu'on va finir par dire oui, c'est évident. Là, il y a une histoire que nous racontait une collègue qui est vraie. C'était lors d'un séminaire de mathématiciens. Il y avait un collègue qui était donc en train de présenter un théorème, une proposition, enfin une théorie, peu importe. Et puis il dit, comme on dit très très souvent quand on expose des mathématiques ou quand on les écrit aujourd'hui, c'est évident. Donc il dit à ses collègues, bon ça, c'est évident. Attendez. Écoutez, je ne suis pas sûre, il faut que je réfléchisse. Comme de toute façon on avait dit qu'on allait faire une pause, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant, puis on reprend. Bon, la pause est assez longue. Et puis quand le mathématicien revient, il dit « Oui, c'est bien évident », et il continue. C'est pour indiquer que cette évidence ne peut être que l'aboutissement d'une pratique du doute, et qui donc intervient. Et puis sur les démonstrations par l'absurde, je n'oublie pas que... Enfin, j'en ai donné un exemple des démonstrations par l'absurde, c'est des démonstrations sur les tangentes. Oui, vous en avez parlé. La tangente est comme ci, parce que si elle était plutôt à droite ou plutôt à gauche, si vous voulez, pour aller un peu vite, eh bien on arrivera à une absurdité. Mais une démonstration comme cela, c'est pas une démonstration, c'est une démonstration qui convainc, oui, d'accord, c'est vrai, puisque si une chose ne peut pas être ni comme ci ni comme ça, elle est égale, mais ça ne nous dit pas du tout, et au contraire, ça cache en fait la procédure qui a permis d'arriver au résultat. Et Descartes écrit, comme beaucoup d'autres à l'époque, il n'est pas le seul, c'est pas possible tout ça. Les anciens devaient certainement avoir la véritable mathématique, comme dit Descartes, c'est-à-dire l'art de résoudre les problèmes. Ils ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'on voit bien toutes ces propositions, ils ne nous disent pas comment... Ah oui, c'est un petit peu comme le magicien qui sort le lapin du chapeau. Proposition, mais d'où elles viennent ces propositions? Comment on les a trouvées? Ils ne nous disent pas. Et alors, son avis, ce qu'il écrit, et beaucoup l'écrivent, c'est qu'en fait, les anciens ont fait ainsi par avarice pour mieux encore cacher leur véritable art, qui est celui de résoudre les problèmes. Voilà. Donc c'est ça qui... Ils ne voulaient pas trop se fâcher avec tout le monde. Donc c'est pour ça. Et c'est cette pratique-là du syllogisme, de la proposition qui donne l'essentiel de la vérité, qui fâche donc Descartes. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que sans doute que Aristote est son principal ennemi, en l'occurrence, plutôt que Platon. Aristote qui critique énormément par ailleurs. Il critique énormément par ailleurs. Mais parce qu'il fait une critique au sens philosophique, c'est-à-dire, bon, aller plus loin. C'est pas pour dire que Aristote n'a raconté que des sottises, bien loin de là. Je suis pas... Enfin, il dit pas qu'il dit... Je pense que quand on lit les règles pour la direction de l'esprit, il dit quelque chose comme... C'est là-dedans, je vais essayer de me souvenir à peu près. Il dit, peut-être qu'à ce moment où on est en train de parler de je ne sais pas quoi, vous allez me dire que ce serait peut-être le moment de parler des syllogismes. Et là, il indique que ces syllogismes, d'une certaine façon, ça peut servir peut-être pour exposer, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il le dit, mais ça ne peut pas servir à ce qui est important, c'est-à-dire à trouver la vérité. Et ça, c'est ce que dit aussi Bacon, c'est ce que disent aussi Galilée, et effectivement. Alors ça peut servir pour exposer. Je ne veux pas monopoliser la parole et les questions, mais ça amène à un autre aspect que j'ai évoqué avec certaines des personnes qui sont là, c'est le rapport, à proprement parler logique, entre le système de Descartes et celui de Hegel. Donc il y a beaucoup de malentendus sur la dialectique et la manière dont on considère que, y compris du point de vue de la dialectique, Descartes critique Aristote. Non, ce qui ne critique pas du tout, d'abord parce que la dialectique d'Aristote n'a rien à voir avec, évidemment, celle de Hegel, mais l'idée qu'on s'en fait, on est plus proche de la problématique platonicienne. Mais là où je voulais en venir, c'est que ce qui intéresse Descartes, c'est la logique.
et il est tout à fait insatisfait du système logique, formel, y compris d'ailleurs, et y compris métaphysique, d'Aristote. Donc mécontent de la science d'Aristote. Absolument, et donc mécontent. Il dit on pourrait beaucoup mieux faire, mais là où le bas blesse, c'est justement la logique. Et c'est pour ça que j'invite souvent les gens que ça intéresse, parmi les clients et les lecteurs, à lire la logique de Port-Royal. Ah, tout à fait. C'est très bonne lecture. Parce que la logique de Port-Royal, c'est vraiment la logique telle que la reformule totalement Descartes. Tout à fait. Et il est assez frappant de voir à quel point la démarche est vraiment exactement la même en réalité que celle de Hegel quand il va proposer sa grande logique. C'est là que je voulais en venir. Hegel n'est pas un mathématicien de la trempe de Descartes. Il va s'intéresser beaucoup aux mathématiques, aux sciences en général. C'est le système de la science, exactement comme Descartes. Il s'inscrit, d'ailleurs, il le revendique absolument dans la continuité de Descartes. Et il va prendre les choses par le bon bout. C'est ce dont il félicitait Descartes. C'est celui par qui tout a recommencé, c'est-à-dire qu'il y a et lui va transformer la métaphysique en logique. Il va dire, au fond, la métaphysique, c'est la logique, et réciproquement. Il me semble, et tout ce que vous venez de nous expliquer en donne une petite idée, ou permet de s'en convaincre, à mon avis, que c'était déjà le cas chez Descartes. Non seulement il y a l'idée d'avoir un système cohérent, mais là où le bas blesse, c'est les démonstrations, la méthode de démonstration, c'est-à-dire en quelque sorte la logique, la manière de partager des vérités, de considérer qu'on peut se les approprier comme évidentes, partagées par tous, toujours partout. Donc cette perspective d'universel concret, pour parler comme Hegel, bon, il me semble qu'elle est parfaitement homogène au projet cartésien. Bonsoir, merci. Deux petites questions. En général, on associe le nom de Descartes à la géométrie analytique. Là, dans votre exposé, on s'aperçoit que la notion n'est pas intervenue de manière naturelle. On n'a pas parlé de nom, on n'a pas parlé de coordonnées. Alors, il n'y a pas vraiment de coordonnées, effectivement. Mais ce qui est important, c'est surtout de pouvoir, pour Descartes, associer aux courbes une équation. Donc, quand on a une courbe, nous explique-t-il, si on prend un point sur cette courbe, on peut prendre un autre point qui va servir, si vous voulez, un petit peu d'origine sur la courbe. Donc, on part d'une courbe, on ne part pas d'un espace avec des axes. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas du tout ça. Quand on pense à des coordonnées cartésiennes, on s'imagine qu'on prend des droites, et puis ensuite on va placer des points, et puis on va pouvoir leur associer des coordonnées. Et puis quand il se trouve que quand on aura une courbe, ou quand on aura une droite, on pourra lui associer une équation, à une courbe, on pourra, parce qu'on a ces axes-là. Ce que fait Descartes, c'est lui de ne pas partir des axes, mais il part d'une courbe. Il va prendre une origine, non pas à l'intersection de deux droites, mais sur cette courbe. Et puis, étant donné un autre point de la courbe, il va en fait prendre, j'ai oublié de dire, il prend donc un point origine, et puis à partir de ce point d'origine, un axe. Il y a un axe, pas deux. Et cet axe-là, il est lié à la courbe. À partir du moment où on a simplement ce point de la courbe et cet axe, on va pouvoir effectivement associer à un point deux segments. Et ces deux segments, c'est ça qui va permettre de repérer un point de la courbe. Il y a l'idée de repère, mais il n'y a pas l'idée d'axe de coordonnées. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, quand vous avez des axes que vous vous donnez à l'avance, c'est pas forcément terrible parce que à ce moment-là, une courbe que vous pouvez avoir dans le plan, elle peut avoir des équations très compliquées, etc. Tandis que si vous prenez un axe et une direction qui sont attachés à la courbe, ce sera beaucoup plus simple. C'est ce qu'on peut appeler une manière intrinsèque à la courbe de la caractériser. Et c'est beaucoup plus simple du coup. Voilà. Mais il n'y a pas d'axe de coordonnées. Le principal, c'est vraiment de pouvoir quand même repérer les points d'une courbe et puis de pouvoir associer à une courbe une équation. Parce que ça, c'est très fort. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les coordonnées dites cartésiennes ne sont pas propres à Descartes.
C'est pas une invention de sa part. Mais mais non, 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 parce que pour arriver à faire ça, il y a quelque chose qui souvent est un petit peu inaperçu. Quand on parle d'axes de coordonnées, alors on prend deux axes perpendiculaires, mais c'est pas obligé. Et puis on fait quelque chose qui passe un peu inaperçu, on met un ici et un là. Et ce un là, c'est vraiment la chose la plus importante que l'on puisse faire. C'est ce fameux segment unité. Et c'est ce segment unité qui vous permet de faire de la géométrie de coordonnées ou de la géométrie analytique, comme on dit aujourd'hui. Et ça, c'est Descartes qui le fait. Descartes introduit le segment unité. Et c'est certainement le plus important, parce que c'est grâce à ce segment unité que vous allez pouvoir concevoir que on peut, d'une certaine façon, multiplier deux segments entre eux et obtenir encore un segment. C'est exactement ce qu'on fait dans la géométrie des coordonnées. Parce qu'en général, quand vous avez deux segments, vous faites un rectangle, vous ne faites pas un segment avec. C'est là où vous rajoutez. Ça, c'est une des choses absolument remarquables chez Descartes, c'est d'avoir tiré les équations de la notion de dimension. Ah oui. C'est-à-dire de ne plus assujettir un produit de longueur à une aire, un produit de 3 longueurs à un volume. Et ça a été, à mon sens, une des choses les plus importantes qu'il ait apportées. Mais avec son mauvais caractère, un caractère incroyable, enfin, il dit, il critique à peu près tout le monde. Il explique que les livres des anciens ne permettent pas de comprendre ce qu'il en est. Pour comprendre ce qu'il en est d'un vrai travail de recherche, il faut le lire lui. C'est à peu près ce qu'il nous explique. Non, c'est, je vais dire, méthode, en mettant face à face la méthode analytique et la méthode synthétique, lui, il apporte la méthode analytique. Oui, c'est-à-dire, donc, si on le lit, on saura. Mais à la fin de la géométrie, alors que je ne me souviens plus quel était vraiment le problème, il explique, voilà, on fait comme ci, on fait comme ci, on fait comme ça, et puis je laisse le reste à mes neveux, autant que je m'en souviens. Hein. Bon. Mais il faisait des blagues de temps en temps. Hein. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. La géométrie analytique est une merveille, moi j'adore, mais il arrive qu'en essayant de résoudre par la géométrie analytique, on tombe, comme tu l'as dit, sur des équations absolument impossibles à trouver. Sauf peut-être, justement, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, mais on peut tomber sur des 4e, des 8e, des 12e degrés, et voilà. Oui. Mais, théoriquement, on est théoriquement, mais en réalité, en pratique, quand on a des équations compliquées, alors il écrit un livre sur les équations, mais qui est largement insuffisant. Et en réalité, c'est pas si simple que ça. Alors, ses contemporains ont du mal à le comprendre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent cette méthode, parce que c'est tellement différent, si vous voulez, de la géométrie des anciens, que on comprend, en réalité, c'est normal qu'on ne comprenne pas très bien cette géométrie. Et puis en plus, certains s'y essayent et ils n'y arrivent pas. Et il est très malheureux de ça. Il écrit à Mersenne qu'il est malheureux, qu'il voit bien que les gens ne le suivent pas, ne le comprennent pas. Mais bon... Il avait très mauvais caractère. Hein. Moi, je pense pas. Il polémiquait. Enfin, il était surtout... il s'énervait. Il avait la tête près du bonnet, comme on dit, quand même. Parce que... Alors, oui, parfois il s'énervait parce que les objections qu'on lui envoyait étaient quand même assez... Il les jugeait, je pense qu'on peut le comprendre, assez ridicules. Pas toutes. Mais et alors parfois il les envoyait un petit peu péter. On a parlé de ces débats avec More et des gens comme ça sur des questions plutôt de métaphysique, des gens qui d'ailleurs n'étaient pas du tout, contrairement à lui, mathématiciens sur les questions de métaphysique. Avec les mathématiciens, avec Fermat, il avait des polémiques assez sévères aussi. Hein. Et avec Robert Val. Avec Robert Val et avec autres. Beckmann qui était son ami. Il s'est fâché avec beaucoup de monde. Il se fâchait donc. C'était un personnage. J'ai un
un ami, Pagani, qui qualifiait Descartes de philosophe et de scientifique héroïque. C'est-à-dire que toujours prompt à sortir l'épée face à aussi bien des malandrins que des adversaires un peu trop déterminés à lui chercher l'oise. Donc, à croiser le fer. Oui. Il croisait le fer très, très volontiers. Oui, peut-être d'autres questions, non? Oui, monsieur. C'est un peu la suite de la première question. Allez-y. Si Descartes a eu, entre guillemets, un petit peu de mal à se faire comprendre, quel a été en fait ce qui a fait que son nom, enfin que sa méthode a été reconnue donc plus tard. En fait, la question c'est quand et par qui. Donc, Alors, il va y avoir des commentateurs qui vont reprendre, la géométrie en l'expliquant beaucoup plus en détail. Et puis surtout, il n'est pas seul. Hein. Il n'est pas seul. Effectivement, Fermat propose une manière aussi de pouvoir associer. Alors, ce n'est pas des équations exactement, mais c'est ce qu'il appelle, Fermat appelle ça une je ne sais plus comment il dit, en fait c'est une relation tout simplement, une relation commune à tous les points de la courbe et qui ont en fait à peu près le même usage. C'est aussi pas forcément c'est aussi pas très simple non plus à comprendre, dans le sens où on est là aussi quand même assez éloigné des anciens, mais ce qui va l'emporter, c'est l'efficacité de toutes ces méthodes. Ces méthodes-là sont efficaces, c'est-à-dire on ne va plus pouvoir s'en passer. Parce que si on veut résoudre de nouveaux problèmes, et ça, Descartes a raison, Fermat a raison, tous ont raison. Si on veut résoudre, comme on le souhaite, de nouveaux problèmes, inventer, le mot le plus important du XVIIe siècle, c'est la méthode, mais la méthode comme un art d'inventer. Si on veut inventer, si on veut faire du nouveau, il faut absolument utiliser ces méthodes. Donc la méthode de Descartes va être utilisée assez rapidement. Et puis assez rapidement, alors que Descartes n'accepte dans sa géométrie d'une certaine façon que ces courbes auxquelles on associe une équation va être dépassée, en particulier par Leibniz. Parce que toutes les courbes ne sont pas géométriques, comme dit Descartes. C'est-à-dire qu'il y a des courbes auxquelles on ne peut pas associer d'équations. Et on en trouve beaucoup dans les problèmes physiques ou physico-mathématiques. Je vais vous donner un exemple peut-être d'une courbe dont vous avez entendu parler, c'est la courbe logarithme, qui va intervenir très très rapidement en physique. Eh bien, c'est une courbe auquel on ne peut pas associer d'équations. Ou si c'était une équation, ce serait une équation infinie. Si vous prenez, par exemple, c'est un problème de Leibniz, vous prenez une chaîne, et puis vous la suspendez entre vos deux doigts, vous avez une courbe ici, ben, cette courbe-là, elle est apparentée à la courbe logarithme. Et vous ne pouvez pas lui associer une équation algébrique finie. Donc c'est... Voilà, peut-être qu'au début, il n'est pas compris, mais après, assez rapidement... il va être suivi, on va aussi faire des améliorations de sa méthode des tangentes, etc. etc. Il me semble. Mais il meurt en 1650. Donc il y a eu, malheureusement, je ne vais pas me souvenir du nom, un certain François, il me semble. Tu te rappelles peut-être, dans un colloque, j'avais cité le nom la première personne qui a appelé la méthode de Descartes géométrie analytique. Ah oui. Je ne me souviens plus du nom. Donc c'est quelques années après, et je crois que c'est un professeur de mathématiques, je retrouverai le nom, qui a inventé l'expression géométrie analytique et présenté justement la géométrie dite depuis des coordonnées. Hein. Mais ça ne s'est pas tout de suite dit comme ça. Et voilà, et donc c'est en effet une grande merveille de voir une équation et de voir la courbe à laquelle ça correspond. Mais il y a quand même il y a un autre héritage de Descartes qui n'est pas du côté justement de la géométrie analytique, mais qui est cette idée qu'il y a des choses simples et des choses composées. Et l'héritier est très important, et c'est justement Antoine Arnauld. Antoine Arnauld a écrit
un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux éléments de géométrie. Nouveaux, encore une fois, nouveaux. Et là, il ne s'intéresse pas tellement à ces histoires de géométrie analytique ou d'équations. Ce qui l'intéresse, c'est cette idée que dans la géométrie, il y a des choses simples et des choses composées. Et il trouve scandaleux, d'ailleurs c'est aussi dans la logique de Port-Royal, que l'on démontre à l'aide de choses composées des propositions sur des choses simples. Je vous donne un exemple. Si vous connaissez le théorème de Thalès, c'est un théorème qui dit que quand on a un triangle, par exemple pour une situation simple, un triangle et deux parallèles, on a des proportions entre des segments. Donc c'est une proposition qui concerne tout simplement des segments. Ils sont proportionnels. Comment Euclide démontre ça? Il démontre ça à l'aide de triangles. Et en plus même d'aires de triangles. Eh bien, Arnaud trouve ça absolument scandaleux. Il dit que Euclide défigure la géométrie en faisant ça. Et Arnaud va réécrire dans ces nouveaux éléments de géométrie une géométrie qui va vraiment des choses simples aux choses composées. Au début, il n'y a que des droites perpendiculaires, des droites obliques, des droites circulaires. Après seulement, on va arriver à l'angle. Après seulement, on va considérer des triangles faits de droites. Après, il fait des triangles faits de cercles. Il fait vraiment ceci de manière très stricte. Et ce faisant, il est obligé de donner une nouvelle démonstration du théorème de Pythagore, une nouvelle démonstration du théorème de Thalès. Et ces démonstrations-là, on va les retrouver jusque maintenant, enfin maintenant, en tous les cas, jusque quand j'étais en collège. C'est parce que, suite à Arnaud, il y a Bernard Lamy, un oratorien, qui va écrire lui-même des éléments de géométrie où il reprend les idées d'Arnaud. Il va avoir un énorme succès. C'était le géomètre favori de Rousseau, pour vous indiquer un petit peu les choses. Puis ensuite, il va être repris par Lacroix. Et on a un fil comme ça qui va d'Arnaud jusqu'à moi, quand j'étais élève de collège. Et ce que propose Arnaud est assez proche, d'une certaine façon, de ce qu'on pouvait faire au collège à mon époque, y compris cette fameuse théorie des droites perpendiculaires et obliques qu'invente Arnaud. Elle était dans mon livre de géométrie quand j'étais en quatrième. Donc ça, c'est un autre héritage qui est très important aussi et qui est un peu ignoré. Oui, puis pour compléter la réponse à la question de monsieur, pourquoi le cartésianisme, la nouvelle science, en réalité, c'est-à-dire la nouvelle manière d'aborder la science, va se généraliser à cette époque-là, en dépit des innombrables débats qui ont lieu du vivant, y compris de Descartes, et par la suite, et des critiques qui vont enrichir tout ça, c'est tout simplement, j'en reviens à ma petite marotte, parce que c'est un système, c'est au cœur d'un système où la science est conçue comme un tout, à l'instar des anciens. Il n'y a pas de frontière claire entre la connaissance mathématique pure, la métaphysique, l'ontologie et la logique surtout. Et la méthode, c'est la logique. Et la méthode, elle va faire ses preuves à peu près partout, y compris chez les gens qui vont critiquer Descartes. Ils vont tous s'en servir par la suite. Ils vont appliquer les principes que vient de rappeler Evelyne Barbin. Et je conseille vraiment la lecture de la logique de Port-Royal, parce que c'est un livre qui est quand même assez facile à lire. Je conseille de lire un livre magnifique. J'ai remis sur le site de Tropique une petite émission de radio qui avait eu lieu sur France Culture il y a quelques années. On m'avait invité à commenter la grammaire de Port-Royal. Et c'est très intéressant de savoir que la grammaire a d'abord été écrite puis la logique par le même Arnaud. Et pourquoi ça a un rapport très direct avec ce qu'on vient de dire? C'est parce qu'on vient de voir que ces gens-là reproduisaient pour des problématiques de logique, donc qui sont en réalité des problématiques métaphysiques, mais aussi bien pouvaient s'intéresser à la linguistique. Ils vont écrire le premier ouvrage de linguistique, ça s'appelle La grammaire de Port-Royal, à peu près au même moment, et c'est ce qui va leur donner l'idée d'écrire la logique ensuite. Et tous ces gens-là sont sur une approche de ce que nous appelons nous aujourd'hui la science, qui diverge complètement de ce qui se passait jusqu'à Descartes,
Et je rappelle aussi un point qu'on a déjà évoqué ici, qui est très important. Une des raisons fondamentales qui va permettre ensuite, y compris l'hégélianisme, et donc un peu plus tard le marxisme dans un domaine bien particulier, c'est qu'il va sortir justement ce qu'on appelait la philosophie à l'époque, c'est-à-dire la science, qui n'était pas distincte jusqu'à Descartes de toutes les autres sciences, du champ de la théologie. C'est le grand moment où, pour les raisons qu'on a évoquées lors de la précédente soirée d'éducation populaire, on va pouvoir concevoir le champ de la science comme autonome par rapport à ceux de toutes sortes d'autres idéologies, en particulier celles qui pesaient lourdement jusque-là sur tout ce qui était justement les méthodes et les logiques de connaissance. Et la méthode était si forte et efficace que Arnaud, par exemple, était notoirement un janséniste. C'est-à-dire qu'en principe, il était beaucoup plus proche de Pascal que de Descartes, par ses idées religieuses. Et bien, il va être un pur cartésien, jusqu'au bout des ongles. Parce que justement, le système de Descartes lui permet de s'affranchir de ces présupposés-là. Je pense, et ça c'est une manière de répondre un peu longue à votre question, c'est parce qu'il y a le caractère universel du système que va posséder Descartes, de la rationalité forte qui va montrer son efficacité tout simplement. On a à la fois la sortie du domaine de la connaissance, de la science et de la philosophie qui ne sont pas distincts du champ de la théologie. On a le début de la phénoménologie avec à la fois le phénomène mais aussi le sujet pris dans le phénomène, pour la première fois, ce qui va être un pan entier de la philosophie qui va partir de là, c'est la fameuse théorie du sujet de Badiou, entre autres. Tout ça part de ce système cohérent qui va unifier, en plus on parle de pluridisciplinarité, d'interconnexion entre les sciences, etc. C'est la première règle de la direction de l'esprit, c'est ça. C'est le système cartésien. Oui. Autre question. Oui, je voudrais savoir si vous avez quelques remarques à faire ou réflexions sur justement ces problèmes-là, de la destruction de la raison, notamment avec les postmodernismes. Avec les postmodernismes, mais même avant. Avant, oui. Avant, destruction de la raison dont parle notre camarade, il fait référence aux ouvrages de Lukács, qui énumèrent justement la régression, ou en tout cas la contradiction forte qui va être apportée, principalement pour des raisons idéologiques, dans le champ des idées, le débat théorique, philosophique et politique qui va avoir lieu sur les brisées, on va dire, du nietzschéisme jusqu'à Heidegger et la suite. Hein, je ne travestis pas ta... Oui, donc si vous avez quelques réflexions pour nous orienter un peu sur, historiquement, la tradition cartésienne et là, ces situations-là. Et aussi si vous avez des réflexions dans votre domaine, de comment ça se passe dans le domaine de la mathématique, avec ces problèmes oui. La destruction de la raison. La destruction de la raison, dont la forme actuelle, c'est plutôt le relativisme à tout craint. Par rapport au relativisme. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu difficile de répondre à ce genre de questions par le fait que je sois historienne. Autrement dit, quand je lis quelqu'un sur Descartes, j'ai toujours l'impression que j'en apprends beaucoup plus sur cette personne que sur Descartes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lectures de Descartes. Et chaque lecture, c'est normal. Une lecture, c'est une manière de répondre activement à l'autre avec ses propres préoccupations. Donc, on peut faire de Descartes beaucoup de choses maintenant. Alors, Descartes est irrationnel, donc oui, alors Descartes est rationnel, donc on ne va pas l'aimer parce qu'il est rationnel. Moi, j'ai un collègue qui n'aime pas Descartes à cause de ça.
Descartes, alors Descartes pourrait être aussi irrationnel peut-être chez certains, je ne sais pas, quand même pas. Non, Descartes, ça c'est quand même Descartes rarement et le la reproche technique. qui est fait. Non, quand Mais même pas. je crois qu'il y avait un texte d'Alain sur Descartes où il décrivait à peu près tous les lieux communs, tous les clichés Ben, il y en a beaucoup. sur Descartes, Voilà. et où il expliquait que tout le monde s'est construit un Descartes qui Voilà. n'a jamais existé. Tout à fait. Parce que Et quand il y a- vous disiez que, Ouais. effectivement, ça c'est un renvoi à Deleuze. Moi, tu sais que une de mes premières professions, ça a été cinéaste, il y a plus de 40 ans, et j'étais frappé. Deleuze ne connaît absolument rien au cinéma, je veux dire, en tant que technique, que savoir-faire, qu'histoire du cinéma, enfin, à peu près tout ce qu'on peut dire en termes de connaissance du cinéma. Mais il intéressait beaucoup les gens, comme il intéressait beaucoup les gens à la philosophie, un sujet qu'il connaissait mieux. Pourquoi? Parce que j'avais observé qu'il ne parlait pas du tout du cinéma, du film, de l'auteur, il parlait de lui. Et c'est ça que les gens attendent d'un critique de cinéma encore aujourd'hui, parce qu'ils ont envie de se retrouver dans les représentations qui sont faites eux-mêmes, mais ça ne les intéresse pas en réalité d'avoir une connaissance. Ils cherchent du sens et pas des vérités, pour envoyer au débat qu'on avait eu à propos de Hegel avec Bourgeois. Et, oui, et en particulier, le Descartes, dont on entend beaucoup parler quand on dit par exemple ah, c'est pas cartésien ou ah bah vous êtes cartésien, c'est très très énervant pour moi en tous les cas. Parce que c'est probablement un héritage d'Auguste Comte, qui s'est beaucoup intéressé à Descartes, lui aussi évidemment. Et donc il y a une idée de Descartes qui ne correspond pas à... Parce que, alors là, c'est un hyper-rationalisme au contraire, et qui pour moi ne colle pas vraiment avec Descartes. Et j'avais promis même à un éditeur d'écrire un ouvrage qui s'appellera, ou qui s'appellerait Descartes n'est pas cartésien, à cause de ça. Nous encourageons à le produire, à la rédiger, oui. Tu voulais poser des questions? Pour revenir un peu sur le côté mathématique, j'essaie de reconnecter, notamment ce que vous avez dit sur Descartes et sa manière de décomposer les problèmes en éléments simples avec la manière dont moi j'ai appris les mathématiques enfin les mathématiques, j'allais dire, et notamment ce qui s'est passé en mathématiques fin 19e, début 20e. Et donc la décomposition en éléments simples, et notamment l'application de cette méthode pour trouver les équations des courbes, moi je dirais que pour moi ça s'apparente à essayer de trouver une méthode systématique pour résoudre un problème, en réunissant un certain nombre de courbes sous une même forme. Et j'ai un peu l'impression que justement en mathématiques, il y a eu cette tendance historique. Hein, je pense à l'histoire de la notion de continuité, où on passe de choses extrêmement intuitives, et puis on formalise ça avec des limites, et puis ensuite quand on passe dans le domaine de la topologie, on arrive à trouver une définition extrêmement générale de la continuité. Et je me disais, est-ce que c'est une application enfin, c'est le prolongement de Descartes, cette manière de voir. Et une autre question que je me posais, c'est au niveau de l'analyse. Peut-être que je fais un contresens sur ce que vous avez dit, mais je me demande où est la démonstration. Parce que lorsqu'on formalise des concepts, on doit effectivement, à un moment il y a le processus, on va dire, un peu je pense, une sorte de montée de descente. On essaie de formaliser quelque chose, puis ensuite on essaie de redémontrer ce qu'on voulait démontrer. Mais pour moi il y a deux choses. Il y a une partie où il n'y a pas de démonstration, une partie où il y a une démonstration qui justifie la partie, on va dire, non démonstrative, qui permet de formaliser le problème. Je crois que je peux Alors, vos deux questions sont très intéressantes. La première, oui, effectivement, est-ce qu'on pourrait dire que la définition de la continuité avec pour tout epsilon il existe état, qui ramène cette question de la continuité qui est proprement géométrique jusqu'à, on pourrait dire presque jusqu'à Dedekind, hein,
qui donne une définition des nombres réels arithmétiques, on peut effectivement faire un lien, puisque au XIXe siècle, on parle d'une arithmétisation de l'analyse, parce que on traduit l'idée de continuité par tout simplement une formule dans laquelle il y a pas seulement cette fois-ci des opérations arithmétiques, mais il y a aussi bon, il y a des quantificateurs, il y a aussi des supérieurs, inférieurs, etc. Mais après tout, on peut faire ce lien. Effectivement, tout à fait, vous avez tout à fait raison de le faire. Et alors, mais parce que j'ai jamais vraiment pensé aux choses comme ça, parce que quand on est historien, on a tendance à essayer de penser les choses dans des contextes historiques assez courts. Et là, vous nous faites faire un bond dans le temps, donc je suis obligée un peu de penser devant vous. Mais c'est vrai que Dedekind, quand il donne sa construction des nombres réels avec une sorte d'arithmétique, enfin, si on peut dire, hein, c'est un moment, je crois, et il le dit, où il doit définir la continuité à ses étudiants. Et puis ça l'embête beaucoup d'être obligé de se reposer sur une manière géométrique, hein, qui est vraiment le trait continu. Et ce serait à ce moment-là qu'il aurait cherché une autre manière de définir la continuité. Donc on peut peut-être essayer de continuer sur cette idée-là. Et la deuxième question, donc, c'était sur la place de la démonstration. La place de la démonstration. Là, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on se pose des problèmes sur les courbes, ou plutôt, je dirais, allez, carrément, sur les fonctions, eh bien, on démontre des résultats sur des fonctions, elles sont dérivables, elles sont continues, puis ça va nous permettre de démontrer des résultats même en mathématiques de toutes sortes, peut-être en physique, et on n'essaie pas de donner une démonstration autre que le fait de bien avoir, bien vérifier qu'on utilisait bien le théorème sur les séries infinies ou sur les fonctions continues dérivables qu'il faut. Mais on ne fait pas autre chose que ça, il me semble, non? Oui, mais justement, dans ce que vous avez dit sur Descartes, j'ai l'impression que justement la phase d'analyse, cette phase de décomposition en éléments simples, j'avais l'impression qu'il y a la démonstration en elle-même, les démonstrations que cette partie d'analyse peut comporter ne sont pas vraiment importantes en réalité. Pour Descartes, elles sont suffisantes. Une fois qu'on a procédé par analyse, et voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ça, c'est vrai au XVIIe siècle, pour toutes les mathématiciens qui utilisent des méthodes d'invention. Parce que j'ai dit, il y en a plusieurs, hein, des méthodes d'invention. En général, ils utilisent leurs méthodes d'invention et ça s'arrête là. Il y a deux mathématiciens qui ne s'arrêtent pas là et qui font peut-être ce que vous expliquez quand vous dites on fait cette montée, puis ensuite on refait, il y a les deux mouvements. C'est Fermat. Fermat est sans doute un des mathématiciens les plus audacieux au niveau des méthodes de démonstration. Et quand il a terminé, qu'il a obtenu son résultat, il dit « Et maintenant, je ne refuserai pas de faire une démonstration apagogique, c'est-à-dire par l'absurde, pour satisfaire tout le monde. » Et pendant des pages et des pages, il va faire des doubles ou des simples démonstrations par l'absurde fort longues. Alors que la méthode d'invention, l'intérêt, c'est que c'est pas par l'absurde, c'est direct et ça va très vite. Et on voit tout de suite en quoi ça dépend de la courbe, par exemple. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, c'est celui de Pascal. Pascal va utiliser, par exemple, une méthode qui s'appelle la méthode des indivisibles pour trouver les centres de gravité. Il va faire beaucoup de choses assez nouvelles avec les méthodes d'invention. Et parfois, il arrive à des résultats assez surprenants. Et il écrit, bon, maintenant, si quelqu'un veut une démonstration à l'ancienne, c'est-à-dire apagogique, ben, elle est prête pour lui. En gros, elle est dans mon cartable, mais il ne la donne pas en général.
il le fait, je crois, une fois, parce que c'est des problèmes de rectification des courbes, c'est-à-dire d'égalité entre une courbe et un segment. Et là, c'est quelque chose qui est tellement nouveau et surprenant que peut-être, là, il se dit, il faut quand même que je fasse une démonstration vraiment convaincante, c'est-à-dire les démonstrations par l'absurde, parce qu'elles sont vraiment convaincantes. Elles n'éclairent absolument pas. C'est pour reprendre les mots d'Arnaud et Nicole. Elles ont un côté rhétorique. Voilà, c'est ça. On n'est absolument pas convaincu par une démonstration par l'absurde, ça laisse sur sa fin. Ça laisse sur sa fin. Ça, c'est terrible. Dans quel genre de catégorie de direction, de règles pour l'esprit, tu mettrais les problèmes dits de lieux géométriques que tu as dû faire en 4e, 3e seconde comme moi, et qui étaient des casse-têtes absolus. On donne une figure de géométrie et on définit un point d'une certaine façon qui dépend d'une variable, et on demande, quand cette variable varie, quelle est la courbe que décrit ce point. Et on avait beau nous donner des méthodes, c'était des casse-têtes, alors chercher les points extrêmes, enfin bon, je ne sais pas. Alors, est-ce que Descartes a examiné des problèmes de ce genre? Le problème de Pappus, c'est un problème de lieu en réalité. Parce qu'il faut trouver les points desquels on peut mener des droites qui font des angles donnés à des droites données. Et c'est un problème en fait de lieu, parce qu'il va indiquer qu'il y a des points qui répondent à cette question, qui est un problème de lieu, et que les courbes, je ne sais plus ce que c'est, enfin c'est des courbes géométriques, et il donne les équations. Donc il s'intéresse à un problème de lieu qui effectivement sont des problèmes très difficiles à résoudre. Très difficiles. Et ce problème de Pappus, là, ses contemporains n'y arrivaient pas. Et il le résout, il arrive à le résoudre de cette façon-là. Et il le met très en avant. Il faisait beaucoup de publicité quand il avait montré à tout le monde qu'il était plus malin que tout le monde. C'est d'ailleurs ce que lui reprochait non seulement certains de ses contemporains, mais même plus tard, Kant par exemple, à propos des preuves de l'existence de Dieu. Parce que les preuves de l'existence de Dieu, il faut bien comprendre, quand on a bien lu séjourner, passer du temps avec ce bon Descartes, peut-être pas à côté de lui devant son poêle, mais enfin quand même, quand on commence à comprendre le zigoto, il était très préoccupé, comme vous l'avez rappelé, du fait qu'il n'était pas très bien compris en fait, et donc il voulait quand même les convaincre, même si c'était pas par l'absurde, et donc il dit, bah, écoutez, moi je suis quand même plus malin que vous, puisque je suis capable avec ma méthode de faire la preuve de l'existence de Dieu, ce qui quand même et qui pour beaucoup était sacrilège évidemment, y compris pour Kant d'ailleurs, et Pascal n'en parlons pas, et pour Pascal n'en parlons pas, donc il y avait ce côté là quand même qui faisait qu'il ne s'agit pas de vous convaincre, que ce soit par de la rhétorique ou par des arguments finalement théologiques, parce que c'était un petit peu ça dont il s'agissait, mais tout simplement par la froide raison, entre guillemets, qui est tout sauf froide chez Descartes, par la raison mathématique, et où finalement votre opinion, votre assentiment, vous y êtes contraint. Il est nécessaire, que ça vous plaise ou pas. Il y a un peu cette idée-là quand même dans le... Justement, j'avais lu un article de toi sur Descartes dans Les philosophes, tu sais, le livre. Et il me semblait, comme c'était court, c'était envoyé dans l'article, il me semblait que Descartes apparaissait comme attribuant une espèce de toute-puissance aux mathématiques. C'est vrai ou pas? Je veux dire, propédeutique pour toute manière de penser. Avant toute chose, si j'ose dire, ce sont les mathématiques qui vont nous mener à la manière de raisonner, une logique qui ne soit pas syllogistique, la manière de chercher, etc. On a bien cette impression dans les principes que c'est une propédeutique. C'est la mathésis universalis. Ah, oui, c'est ça. Oui. On a bien cette impression, effectivement. Les mathématiques servent de modèle. C'est pas les mathématiques en elles-mêmes, c'est justement la logique interne aux mathématiques. Mais c'est comme si on n'en faisait pas, on ne saurait pas vraiment accéder à un mode de raisonnement qui soit... Oui, mais ça, Platon, le premier, va le dire. Hein. Nul n'entre ici s'il n'est mathématicien. Oui, géomètre. Géomètre, pardon. Oui,
J'ai l'impression aussi que c'est parce qu'il a une visée particulière pour les sciences. Tout comme Bacon, Galilée, etc. Ce sont des sciences actives qui doivent produire des bienfaits pour l'humanité, qui doivent nous rendre maîtres possesseurs de la nature. C'est ça qu'il vise quand même. On n'est pas dans la contemplation du tout, du tout, du tout. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et je pense que c'est peut-être pour ça que de ce point de vue-là, et sans doute que pour lui, les mathématiques, sont peut-être pas si intéressantes que ça en elles-mêmes d'ailleurs, mais peut-être par cette possibilité qu'elles ont de pouvoir... Tu parlais de propédeutique. Oui, oui, je crois que c'est ce que j'utilisais. Je ne sais pas si je le dirai encore aujourd'hui, parce que en général, les textes, quand je les ai lus, quand je les ai écrits un certain temps, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Je ne suis pas Descartes. Ou plutôt oui, parce que je pratique le doute. Oui. Mais oui, effectivement. D'ailleurs, je crois que c'est dans les principes, il parle de l'arbre de la science. Hein, et puis il dit, alors il y a les branches, etc. Là, il y a la physique, etc. Là, il y a la médecine. Et il n'y a pas les mathématiques. Oui, puis il faut... Alors dans l'arbre de la connaissance, moi je propose, parce qu'effectivement, c'est qu'en fait c'est la sève. Ça pourrait être ça. Et donc ça veut dire que ça circule bien partout. Juste une petite remarque, avant de revenir sur Descartes lui-même, mais là on parle de mathématiques à une époque où on n'en avait pas la même perception qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des circulations super fluides entre l'arithmétique, la géométrie, mais à l'époque c'était peut-être pas le cas. Non, pas du tout. Donc Descartes, est-ce qu'il était un mathématicien? La réponse c'est non. C'était un géomètre, ça c'est quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'époque sur l'unité, on ne parle même pas de la science, de l'unité d'une hypothétique mathématique? Alors, je rappelle que pour Aristote, il ne doit pas y avoir de mélange de genres. On ne doit pas démontrer par l'arithmétique quelque chose de géométrie, on ne doit pas démontrer quelque chose de la géométrie par l'arithmétique. Et c'est normal puisque la science, c'est d'abord les axiomes. La géométrie a ses axiomes, l'arithmétique a ses axiomes. Il ne peut absolument pas être question de les mélanger, puisqu'une science dépend de ses axiomes. Alors que Descartes écrit, je crois que c'est la règle 1, tout simplement. Alors je ne sais plus très bien comment il le formule, mais celui qui ne s'adonnerait qu'à une science ne pourra pas, je ne sais plus, enfin, pourra pas penser très loin, n'ira pas très loin. Et dès la règle 1, il promeut que, parce qu'il s'agit de penser par soi-même, d'inventer par soi-même, si on veut le faire, il faut pratiquer toutes les sciences. Et sa géométrie repose en fait sur un calcul arithmétique et utilise les règles de l'algèbre. Donc en fait son ouvrage mélange à la fois géométrie, puisque ce sont des problèmes de géométrie, une arithmétisation de la géométrie, et enfin les règles de l'algèbre telles qu'elles se trouvent chez Al-Khwarizmi. Donc c'est un mélange. Et donc juste dans la continuité, est-ce que à l'époque où Descartes écrit, vers 1637, est-ce qu'il a des compétiteurs qui s'attaquent à des problèmes similaires de l'époque, de balistique, de dioptrique? Est-ce qu'il a des compétiteurs qui aussi ont des méthodes d'invention qui sont soit un peu équivalentes, soit vraiment elles aussi très innovantes, voire même qui échoueraient? Oui, 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 tout à fait. Juste une phrase, Evelyne Barbin, on parle beaucoup dans son livre, justement, de cette question-là, de cet aspect de la question. Beaucoup, parce que Descartes est un des héros, si on peut dire effectivement que c'est un héros. Je crois que c'est assez bien vu, mais il y en a bien d'autres. C'est de Hegel, savants. Le mot est de Hegel. Ah bon, alors, il y a bien d'autres savants, et je parle des autres, Fermat, Robert Val, etc. Oui, et avec lesquels il s'oppose d'ailleurs assez souvent. Mais d'ailleurs, c'est un siècle où tout le monde a tous ont la soif d'inventer, de faire du nouveau, donc de produire des méthodes d'invention. Donc on a beaucoup de méthodes d'invention. Et il arrive assez souvent que on a l'impression parfois qu'ils sont un peu étonnés que quelqu'un d'autre ait pu en produire une autre, différente. Et ils les comparent volontiers, les méthodes, pour dire que la mienne est meilleure.
etc. Donc oui, en optique, par exemple, il va se disputer avec Fermat sur, justement sur des problèmes de type lumière, etc. Par exemple, à un moment donné, quand cette cycloïde dont j'ai parlé tout à l'heure arrive sur le devant de la scène, parce que c'est Marin Mersenne qui la pose. Il la pose d'abord à Robert Val. Robert Val va donner l'air sous la courbe, ce qui est un exploit. Et aussitôt, évidemment, Mersenne écrit à Descartes et à Fermat, « Monsieur Robert Val a trouvé ». Alors aussitôt, les deux autres, on voit bien quand on lit les dates, hein, on se dit mais ils ont dû recevoir le courrier le matin, s'y mettre immédiatement, hein, parce que ça va vite. Il faudrait peut-être que vous, pour ceux qui ne savent pas, expliquer qui était Mersenne et quel rôle il a joué. Parce qu'on n'avait pas évidemment tous les moyens techniques de communication qu'on a aujourd'hui, mais quand même, il y a eu un truchement qui était essentiel, qui était Mersenne. Alors Marin Mersenne est un père minime qui vit à Paris, qui a rencontré Descartes sans doute assez tôt, qui est très proche de Descartes. C'est le seul en fait qui a l'adresse de Descartes. Et quand je dis l'adresse, c'est les adresses, parce que Descartes change beaucoup d'adresses quand il est en Hollande. Et lui, il sait. Et donc c'est le correspondant. Et donc quand quelqu'un veut s'adresser à Descartes, il doit passer par Marin Mersenne. Mais Mersenne ne fait pas que ça en fait. L'idée de Mersenne est la suivante. Il la pose dans les questions inouïes. Nous sommes à peu près dans les années 1632. Et la question est très intéressante. Est-ce que nous sommes capables de faire mieux que les anciens? Vous voyez que quand on pose cette question, c'est qu'il y a un doute. Et la réponse est oui, je pense qu'on doit pouvoir, si nous travaillons tous ensemble et si nous conversons tous ensemble, je crois que c'est le mot qu'il utilise, c'est-à-dire si nous échangeons. Il va faire cet effort de constamment envoyer aux autres des pics pour leur dire « il y a un tel qui a trouvé ». Quand la démonstration commence à circuler, il l'envoie pour que chacun l'ait et donne son avis. Et donc, il crée énormément de tensions, évidemment. Et donc, pour en revenir à l'air sous la cycloïde, donc Fermat et Descartes reçoivent la lettre. Descartes a horreur de Robert Val, donc il va répondre très vite en donnant une manière de faire qui utilise d'ailleurs c'est pas tout à fait la méthode dite des indivisibles qu'a utilisé Robert Val, mais c'est quelque chose qui est l'idée de pouvoir en fait approximer une aire à l'aide de polygones en fait. Mais pas sans démonstration par l'absurde, bien entendu. Et Fermat, de son côté, fait encore autre chose. Quand la lettre de Descartes arrive, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui trouvent que la démonstration, la méthode qu'a utilisée Descartes n'est pas bonne. Parce que justement, il utilise des polygones qui s'approchent de la courbe. Mais voilà, on a vraiment affaire à la chose qui est là aussi une nouveauté et qu'osent faire les mathématiciens du XVIIe siècle, c'est de travailler avec l'infini. Parce qu'il n'y a pas du tout un travail du tout avec l'infini chez les anciens, et en particulier chez Euclide ou chez Archimède. On ne travaille pas avec l'infini. Et là, c'est ce que fait en fait Descartes. Alors Descartes reçoit la nouvelle, alors il réécrit, bon, puisque j'entends dire qu'à Paris, on n'aime pas cette démonstration, ben, je vous en donne une autre. Et là, il utilise la méthode des indivisibles qui déjà circule depuis quelque temps sans doute, venue d'Italie, de Cavalieri, et voilà, etc. Donc oui, il y a énormément, en fait, il y a beaucoup d'échanges grâce à ce Marin Mersenne, et puis on voit que les uns et les autres vont se rendre visite aussi. Hein. Par exemple, Marin Mersenne va en Italie pour rencontrer Galilée. Parce qu'il trouve que Galilée, c'est très important. Il va voir Galilée, et puis je pense qu'il y est pour quelque chose dans le fait que Galilée écrit en 1638 les discours concernant de sciences nouvelles, puisque quand Galilée a fini d'écrire le livre, c'est en 1636,
Et en 1636, il y a justement encore un Français qui vient voir Galilée, sans doute envoyé par Mersenne. Et que fait Galilée? Il lui confie les discours concernant des sciences nouvelles. Ce qui veut dire que le livre arrive en France alors qu'il n'a pas été encore publié. Il sera publié aux Pays-Bas, parce que c'est peut-être plus tranquille. Oui, mais que 2 ans après. Donc le livre circule. Descartes le lit. Et Mersenne demande à Descartes, dites-moi ce que vous pensez. Donc c'est extraordinaire parce qu'on a, la critique de Descartes vis-à-vis de ces fameux discours concernant de sciences nouvelles où on peut dire d'une certaine façon qu'on a l'invention de la science moderne quand même. C'est-à-dire avec expérimentation, etc. Alors Descartes commence par dire « Il philosophe mieux que d'ordinaire ». Énorme compliment dans la bouche sous la plume de Descartes. Énorme, absolument. Et puis après, il fait des critiques. Alors page par page ceci, il a écrit ceci, page ceci, il fait ceci, page ceci, et à la fin, donc il a tout bâti en l'air. C'est-à-dire ça marche pas. Il n'est pas content de ce que fait. Un petit détail qui permet de répondre, compléter la réponse à votre question sur Mersenne, pour vous donner une idée de comment ça fonctionnait entre ces intellectuels, on va dire, et scientifiques de l'époque. Il y a eu tout un débat autour de qui a eu l'idée de l'expérience du Puy-de-Dôme. Et Mersenne considère que c'est lui. Vous connaissez peut-être... Non, pas du tout. C'est amusant, il y a eu tout un débat, des correspondances entre eux. C'est sur la fin de la vie de Descartes, etc. Puis Descartes reprochait à Pascal de ne pas l'avoir... Bon, il était déjà en Suède, je crois, à l'époque. Enfin, c'est pas très simple quand même à l'époque de communiquer. Donc, il y avait parfois des longs délais entre les... Mais ils étaient assez nombreux. Non seulement Descartes revendiquait l'idée de l'expérience du Puy-de-Dôme sur le vide, hein, comme vous savez. Évidemment, c'est Pascal qui va considérer que c'était lui, c'est en tout cas lui qui va la faire exécuter. Mais Mersenne considère, et il y a toute une série de correspondances qui montrent qu'en tout cas il avait beaucoup participé à simplement, donc c'est montrer la manière dont à l'époque, en dépit du fait que c'était pas très simple pratiquement et techniquement, il y avait une intense circulation, un débat permanent, des discussions parfois très orageuses et dont on a les traces puisque tout se faisait par courrier. C'est pas lui qui est à l'origine de l'Académie des sciences? Oui, d'une certaine façon, c'est ce qu'on a appelé l'Académie parisienne, parce qu'il a une petite chambre sans doute de minime, mais il reçoit dans sa chambre. Ouais. Donc les Parisiens se réunissent là, et une fois par semaine, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça, enfin, en tout cas régulièrement, pour discuter. Donc tous ceux qui sont à Paris peuvent discuter, puis les provinciaux qui viennent aussi de temps en temps. Et là, il y a par exemple Étienne Pascal, le père de Blaise. Et je me demande si Blaise n'est pas venu assez jeune aussi dans la chambre de Marin Mersenne. Donc oui, tout à fait. Alors on a appelé ça l'Académie parisienne. C'est d'une certaine façon, tu as tout à fait raison. Oui. C'est alors peut-être pas à l'origine, parce qu'il y a aussi une Académie des sciences à Londres, qui est créée un petit peu avant, je crois. Et donc, c'est cette idée d'académie, de créer des académies, c'est-à-dire que le pouvoir, finalement, finance la recherche, est là. Hein. Et elle était chez Francis Bacon. Francis Bacon essaye, c'est un homme politique, Francis Bacon, et il essaye d'expliquer au pouvoir que ce serait bien effectivement de rassembler et que tout le monde travaille, etc. Comment? C'est aussi l'idée des neveux de Descartes. Les neveux de Descartes, c'est les employés du CNRS. Oui. Ah oui. C'est-à-dire qui font un collectif de recherche. Ils en parlent un peu en détail ou pas, Descartes? C'est quoi? Le mot de neveu. Si, il dit c'est à la fin. Est-ce qu'il explique Non. Oui, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé. Je ne pense pas qu'il en dise plus que ça. Mais ça veut dire qu'il laisse aux autres le soin de continuer. Oui, absolument. Descartes n'a pas eu il a eu une fille qui est disparue très tôt. Francine. Et il n'a pas d'enfant, alors c'est peut-être pour ça qu'il parle de neveu. Comment ça, une fille, c'est pas un enfant? Non, mais je veux dire, à ce moment-là, il n'a pas d'héritière et d'héritier, donc des neveux. Peut-être. Il avait sans doute des neveux dans la vie
donc c'est une métaphore, on va dire. C'est une métaphore. C'est une métaphore, mais s'il choisit neveu plutôt que mes héritiers ou autres, c'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Oui, c'est possible. Il n'a jamais précisé. Mais c'est comme ça qu'il faut l'entendre, le fait qu'il laisse la démonstration ou la suite des calculs à ses successeurs. Les mains dans le cambouis. Oui, oui. Non, mais je ne crois pas que ce soit tout à fait ça. Je pense que peut-être aussi, peut-être quand même, c'est ce qu'on lit quand même un petit peu ailleurs, toujours dans la géométrie, il y a l'idée que... il donne la méthode, mais après avec la méthode, on va pouvoir faire des choses. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est un cambouis très noble. Voilà, c'est ça. On va pouvoir encore en faire beaucoup de choses. Regardez, allez-y. À vous de jouer. À vous de jouer. C'est à vous de jouer. C'est ça le message. Et c'est efficace. Et ça a quand même été très 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 efficace, hein, avec le recul de l'histoire, je crois qu'on peut le dire. On va peut-être en arriver à la conclusion. Évidemment, que je vous laisse nous proposer, de cette révolution mathématique du XVIIe. L'invention de la courbe, c'était un des sous-titres de votre ouvrage. Oui, l'invention de la courbe, oui. Et donc, vous l'avez bien expliqué ici. Demain, je vous laisse justement... Descartes est un des acteurs importants de cette révolution du XVIIe siècle. Et du XVIIe siècle, ça signifie celle qu'il faisait, pas seulement parce que nous, on lit, et on se dit, ah bah oui, quand même, ça a eu, comme je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, ça a eu des effets, il y a eu des héritiers, il y a eu des neveux, mais parce que eux-mêmes pensent faire une révolution. Et c'est ça qui est quand même sensible. Très clairement chez Francis Bacon, mais chez les autres aussi. On a l'impression qu'ils savent qu'ils sont en train de faire une révolution. Voilà. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors...